Dès qu'ils sortaient, les hommes, poursuivant leur quête, levaient les yeux au ciel pour y chercher la lune. Ils cessaient de marcher en regardant leurs pieds. Ils cessaient de penser à la poussière et à la boue, aux trous de leurs chaussettes, à leurs varices, à leur fatigue. Ils levaient la tête. Ils voyaient le ciel, le bleu ou le gris du ciel, le peuple des étoiles que certains n'avaient jamais pensé à regarder. Ils oubliaient leurs soucis. Ils levaient la tête et, sans le vouloir, redressaient leur colonne vertébrale, effaçaient leurs épaules, gonflaient leur poitrine. Leurs poumons se développaient, leur estomac s'allégeait, leur cœur battait à l'aise. Quand ils se regardaient ensuite, les uns les autres, c'était avec des yeux tout nettoyés par l'espace. Dans l'histoire de la science-fiction, la France, elle a eu un rôle prédominant. C'est presque l'inventeur du genre avec Verne, avec René Henné. C'est vraiment la France et l'Angleterre où on a eu le ferment de la science-fiction mondiale. Donc il n'y a pas à rougir de l'histoire de la science-fiction en France. Elle a toujours été très très vivace en réalité, et il y a eu toute une génération d'auteurs super doués. On n'a absolument pas à rougir, et puis surtout on est les premiers à avoir amené ça dans le champ littéraire, donc arrêtons de se flageller, quoi. On a oublié qu'on a eu Jules Verne, on a oublié qu'on a eu Méliès. On nie être une des racines de la science-fiction. Il y a ces espèces d'injustices patrimoniales qui font que quand un type meurt, il a eu tellement de succès qu'on l'oublie. Et puis parfois, il revient. On peut considérer que la littérature de science-fiction commence en France. Mais ça vient de la tradition littéraire française, qui est très ancienne et qui a toujours été dans l'imaginaire. Rabelais, avec Gargantua, a fait dans l'imaginaire aussi. Flaubert, Salammbô, à la limite, on pourrait être dans l'heroic fantasy, bien avant les Américains ou les Anglais. L'affirmation de la science-fiction française en tant que science-fiction française, pour ça, elle existe depuis le magazine Fiction et la section de son courrier des lecteurs et de sa section de débat qui a cherché avec passion et quelquefois avec controverse, voire avec polémique, à définir une science-fiction française qui soit pas une pâle copie de l'original américain, le roman d'anticipation, l'anticipation scientifique du 19e siècle, les racines de la science-fiction. Et les premiers, c'est nous. Disent-ils, les premiers, c'est nous qui avons inventé cette façon de parler à la fois de la science, d'en faire une aventure, de promener le lecteur dans à la fois des mondes extraordinaires, mais aussi des découvertes technoscientifiques qui portent le progrès et la société de demain, alors avec ses dangers, mais aussi avec ses merveilles. Lord Ewald promena son attention, en silence, sur les objets environnants. Et sous la lumière des lampes qui leur jetaient une pâleur terrible, ces objets autour de lui, monstres d'une scientifique région, prenaient des configurations inquiétantes et éclatantes. Ce laboratoire semblait, positivement, un lieu magique. Ici, le naturel ne pouvait être que l'extraordinaire. Bon, c'est clair que les origines de la science-fiction, on essaie souvent de se poser cette question-là. On a pendant longtemps, en tout cas dans certains théoriciens ou penseurs de la science-fiction des années 60-70, essayé de retracer l'origine de la science-fiction d'aussi loin que l'Antiquité, voire même avant avec l'épopée de Gilgamesh. Plus proche de nous, certains l'ont fait remonter au 19e siècle avec évidemment l'idée que le 19e siècle est un siècle de transformation, de révolution, de mutation sociale, avec évidemment un investissement différent de la société, de la matérialité de la société. On commence à transformer la société réellement. Il y a des innovations scientifiques qui commencent à transformer aussi la manière dont l'homme se conçoit, par exemple le darwinisme, et qui donc vont plus, on va dire plus modestement, imaginer que la science-fiction remonte à une littérature typique de une période post-seconde révolution industrielle. J'ai été frappé, comme beaucoup, par la sortie de l'encyclopédie de Versailles, en 1972.
Et c'est quelque chose qui a énormément marqué à l'époque. Et elle a imprimé cette idée que la science-fiction, ça n'était pas quelque chose de récent. La science-fiction, lui, décidait de la faire remonter jusqu'à l'épopée de Gilgamesh. Donc pratiquement au début de ce qu'on possède comme œuvre littéraire écrite, et qui soit par ailleurs des fictions. Enfin, pour Vercin, c'est un début. Et donc, lui, il appelle ça la conjecture romanesque rationnelle. C'est très commode, parce que ça permet justement de se rendre compte que la science-fiction, il y en a depuis très longtemps, en fait. Alors après, la question, c'est qui est le père ? C'est toujours la grande question. Voilà, qui est le père ? Parce qu'il y a une sorte de noblesse ou de légitimité, apparemment, d'imaginer celui qui serait le père fondateur du qui ou duquel tout serait déjà présent. Alors en général, en France, on fait remonter la science-fiction à Jules Verne. Même si Jules Verne, dans la plupart de ses romans, ne pourrait pas faire ce qu'on appellerait aujourd'hui de la science-fiction, avec les voyages extraordinaires qui s'inspirent plutôt de la tradition des voyages imaginaires du XVIIIe siècle. Et après, le problème, c'est qu'il existe plein de trucs avant. C'est qu'avant Verne, donc avant les années 1860, quand Verne publie 5 semaines au ballon, il y a d'autres trucs qui existent. On remonte souvent à Marie Shelley, 1816, ou 18 pour la publication de Frankenstein. Mais que, alors bon, déjà c'est une femme, alors c'est un peu compliqué pendant longtemps, voilà. D'autre part, elle est trop proche du roman gothique. Est-ce que c'est de la science-fiction ? Manifestement pas. Mais ça y ressemble trop pour être pas du tout lié à ça. Enfin, on voit plein de textes un peu hybrides qui semblent amorcer des éléments ou mettre en place des éléments qui se retrouveront plus tard. C'est vrai qu'elle marque une vraie rupture, mais il y a d'autres œuvres d'anticipation. Alors peut-être qu'on peut faire une nuance entre anticipation et science-fiction, mais quand au XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac imagine qu'on peut aller dans la Lune en s'élevant avec la rosée du matin, bon, en quoi ce n'est pas de la science-fiction aussi, certes très naïve et à mon avis très poétique et très intéressante, mais s'il y a une rupture entre un avant et un après Frankenstein, c'est toute cette poétique du laboratoire, du savant, et déjà une interrogation qui se retrouve par la suite sur les limites que l'on doit imposer à la science, et qu'est-ce que c'est que créer la vie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une femme qui écrit cela, et je pense que c'est très important que ce soit une femme qui réfléchisse sur le fait de donner la vie. Alors je pense sincèrement que Frankenstein est vraiment le premier roman de science-fiction. C'est pas du fantastique, c'est vraiment l'histoire d'un scientifique qui crée une créature. Donc c'est vraiment, pour moi, le roman de science-fiction ultime. Bon, déjà, quand on dit, beaucoup de gens disent que Marie Shelley c'est le premier roman de science-fiction, il faudrait voir qui sont ces gens. Les catégories génériques, sont des catégories qui sont très problématiques parce qu'elles sont d'une part toujours produites a posteriori, et puis elles le sont souvent par des chercheurs. Autrement dit, si aujourd'hui on devait analyser le texte de Shelley, on verrait essentiellement du roman gothique, une sorte de revivification de la tradition assez ancienne du savant fou, qui est une figure romantique par excellence. Et puis avec ça encore, rajouter des expériences de Galvani et des choses qui sont... Voilà. Donc c'est un roman par définition hybride. Il y a quelque chose de très intéressant qu'on retrouve en science et en science-fiction, c'est l'idée qu'on a là une construction collective. Alors, pour en venir à cette figure assez connue du savant fou, donc ça c'est quand même une figure qui était très propre au 19e siècle. On est beaucoup plus dans le merveilleux scientifique que dans la science-fiction, ou alors un peu, j'ai envie de dire, dans de la mauvaise science-fiction. Parce qu'à l'époque, la recherche scientifique n'était pas encore une entreprise aussi collective qu'elle l'est aujourd'hui. Si on regarde ce qui se passe dans la science-fiction, effectivement, on a un auteur qui va écrire une œuvre. Oui, il va écrire seul, mais il y a quand même une sorte de construction collective, peut-être plutôt au niveau de l'imaginaire qui se dégage. C'est aussi la façon qu'a la science-fiction d'avancer. C'est-à-dire que je pense que comparé à d'autres formes littéraires, ou à d'autres formes dites de littérature générale, la science-fiction bénéficie de ça, bénéficie du fait que chaque livre de SF vient s'inscrire dans un corpus plus large, que chaque auteur en a conscience, et que les emprunts sont absolument naturels. Ce qui est quelque chose de beaucoup plus problématique en littérature générale, où on imagine que l'auteur va recréer quelque chose ex nihilo et qui va réinventer l'eau tiède à chaque fois. En SF, il y a une forme de modestie qui dit qu'on va reprendre les acquis précédents
Et l'idée, c'est d'essayer de construire par-dessus. Je pense que la science-fiction était vraiment une littérature collective, hein. C'est-à-dire on écrit la science-fiction parce qu'on en a lu, on l'invente pas, quoi. Je veux dire, c'est forcément, on s'inspire des anciens ou un peu moins anciens. On essaye de faire mieux, si c'est possible. On s'inspire, les sujets sont quand même assez restreints. Il y a l'arrivée de l'extraterrestre méchant, il y a l'expédition sur l'autre planète, il y a le voyage dans le temps, est-ce qu'on peut changer le passé ou pas. Il y a la fin du monde, hein, en général atomique. Donc les thèmes sont assez restreints et puis chacun brode sur ces thèmes de la façon dont il peut et avec l'inspiration qu'il a et l'idéologie qui le motive, hein. J'ai toujours un peu de mal à vouloir donner de véritables origines, hein. Ça part de l'idée qu'il y a une origine et puis qu'une chose se développe comme un arbre, un peu comme ça, avec une graine, et puis ça donne ceci, cela. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une sorte de buisson. C'est très complexe, hein. Chacun reprend... les écrivains s'inspirent les uns des autres, à travers les époques, à travers les pays. Je pense qu'on cherche absolument, pour une raison assez étonnante d'ailleurs, on cherche absolument à avoir un fondateur. Comme si à un moment, il fallait que ça soit lancé. Il y a très très peu d'exemples dans l'histoire de la littérature où vous avez un fondateur d'un genre. C'est pas une catégorie qui était utilisée par les auteurs eux-mêmes. C'est vraiment une catégorie qui est venue avec les traditions des études littéraires, qui a identifié un ensemble de textes, un corpus de textes fin 19e siècle, comme étant un corpus de textes qui tous jouaient sur une sorte d'opposition entre le romantisme, on va dire naturel, et le monde désenchanté de la science moderne. Et puis la rencontre de ces deux mondes, je caricature évidemment un peu, produisait chez le lecteur un étonnement. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais s'il faut dire que les xipéuses sont de différentes formes, car tous peuvent se transformer successivement en cônes, cylindres et strates, et cela en un seul jour. Leurs couleurs varient continuellement, ce que je crois devoir attribuer, en général, aux métamorphoses de la lumière depuis le matin jusqu'au soir, et depuis le soir jusqu'au matin. Cependant, quelques variations de nuances paraissent dues aux caprices des individus, et spécialement à leur passion, si je puis dire, et constituent ainsi de véritables expressions de physionomie dont j'ai été parfaitement impuissant, malgré une étude ardente, à déterminer les plus simples autrement que par hypothèse. Ainsi, jamais je n'ai pu distinguer une nuance colère d'une nuance douce, ce qui aurait été assurément la première découverte en ce genre. La vieille Europe et la France notamment, c'est la culture de Descartes, c'est la culture de la maîtrise, c'est la culture de la raison, c'est la culture de la post-révolution, c'est-à-dire c'est la fin des dieux. Et donc, quelque chose de l'imaginaire a été mis de côté, même si ça a toujours existé, mais ça a toujours été mis du côté de la fantaisie. Il y a quelque chose qui se joue comme ça dans le... Si c'est irrationnel, c'est pas logique, si c'est pas logique, c'est pas intéressant. Les Français, ils ont toujours eu un goût pour tout ce qui est compliqué est intelligent. Alors, le pays de Descartes, c'est bien sûr le rationalisme, la méthode, etc. Puis surtout, au moment de la montée du fantastique en Angleterre et en Allemagne, prenons le 18e et le 19e siècle pour aller vite. 18e, c'est le siècle de l'encyclopédisme et des Lumières en France. 19e siècle, ça commence avec Auguste Comte, le positivisme. Donc c'est vrai qu'en France, même si ça fait un peu cliché, on est quand même dans un esprit qui se veut clair, qui se veut rigoureux, qui se veut ordonné. Il y a tout le système des académies de contrôle du langage. Il ne faut pas oublier que l'académie, c'est aussi un contrôle du langage, contrôle des savoirs, alors qu'en Angleterre, en Allemagne, il y a aussi des académies, mais il y a aussi ce qu'on appellerait rapidement des contre-pouvoirs ou de la culture parallèle qui se développe de façon peut-être plus facile, plus aisée dans un univers ou dans un milieu qui n'est pas contrôlé par les académies. Le pouvoir de l'académie en France, le centralisme parisien aussi, sont des éléments déterminants pour le contrôle de savoir, pour le contrôle de la langue et pour ce qu'il est convenu d'aimer et ce qu'il est convenu qu'il ne faut pas aimer. Il y a une méthode scientifique, je veux dire quand Descartes parle du doute, c'est quand même important, c'est-à-dire que lorsqu'on est face à un fait, un phénomène, le phénomène vient toujours avec une interprétation.
Du moment où on hésite sur l'interprétation, on serait dans le fantastique. Parce que du moment où vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire avec le texte, c'est quoi? Dès que vous dites c'est quoi, alors c'est la porte ouverte à la peur. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, cadrer quelque chose. Puis le fantastique travaille sur cette peur-là, mais qui est une peur très intellectuelle, qui est cette peur de ne pas savoir comment interpréter le texte. La science-fiction, évidemment, elle a d'autres procédés, d'autres processus, une autre histoire. On peut dire que la science-fiction française et européenne avait tendance à mettre en avant des voyages scientifiques et extraordinaires. Il y a 2 auteurs fondamentaux qui sont sortis, c'est Jules Verne, bien sûr, et H.G. Wells, qui a eu des thématiques très modernes.